D'abord, je voudrais commencer par remercier les Ivoiriens de la diaspora, notamment les Ivoiriens installés en France. On a pu suivre, on a pu regarder ce que vous avez fait aujourd'hui. Je voudrais honnêtement et humblement dire merci à tous ces Ivoiriens-là. C'est ce qu'on attend de vous, c'est ce qu'on espère de vous. Donner l'espoir et faire renaître l'espérance à travers des actions politiques, des actions ciblées, pour que, donne-moi une seconde, je vais arrêter ça. Je vous en prie. Je ne savais même pas que la télé était connectée. Alors, donc, on a vu vraiment cette rencontre, cette marche, et puis qui a été couronnée par un certain nombre d'interventions. On a vu que les interventions étaient calibrées, les interventions étaient précises. Il y avait un seul objectif, un seul but. Je pense que la mobilisation a tenu toutes ses promesses, même si nous n'avons pas personnellement participé par la diffusion de l'information, mais nous ne serons pas ingrats, injustes, hypocrites, au point de refuser de reconnaître ce qu'ils ont fait, parce qu'en fait, même si vous n'appréciez pas par moment certaines attitudes, et que les gens font ce qui est bon, vous laissez de côté vos ressentiments, vos sentiments, vos frustrations, ça ne sert à rien. Et puis vous appréciez ceux qui ont fait ce travail-là. Moi, c'est ça ma philosophie. Ceux qui me connaissent depuis toujours savent que je n'ai jamais été négationniste. Je peux ne pas être d'accord avec vous aujourd'hui, mais si demain vous faites quelque chose d'intéressant, bon, je l'apprécie. Peu importe, continuez votre vie de merde à m'insulter, ça c'est vous que ça regarde. Mais je ne suis pas négationniste, ce qui fait que Dieu m'accorde toujours cette faveur d'être celui qui est là. Voilà. Alors donc, je continue pour dire ceci. Il est fondamental pour nous que quand des Ivoiriens organisent de telles manifestations, que nous puissions leur apporter notre soutien et leur dire bravo pour ce que vous avez fait, bravo pour cette mobilisation, puisque c'est les mêmes Ivoiriens encore qui organisent des mobilisations pour soutenir l'AES. Donc, il est de notre devoir. Donne-moi une seconde, il y a quelqu'un ici qui ne mérite pas d'être là, je vais le faire sortir. Voilà. Maintenant, si tu es garçon, il faut écrire encore ce que tu as écrit, tu vas voir ce que je te fais. Alors, donc, maintenant, si tu es garçon, il faut réécrire encore. Alors, donc, merci à la diaspora. Bravo pour ce qu'ils ont fait. C'est important. Et nous n'allons pas arrêter dans les grands débats, hein, parce que tout le monde a assisté, tout le monde a vu. On ne peut que dire merci à cette mobilisation. Merci aux initiateurs. Bravo parce que les objectifs, oui, ce jour-là, mais le combat continue. Alors, je voudrais rapidement dire ceci aux Ivoiriens, aux organisateurs, à tous ceux qui ont participé à cette marche. Vous avez mis la barre beaucoup. Donc, j'espère que la barre, chaque fois, vous allez la mettre à une position plus élevée. La barre était haute. On a vu vraiment quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel. Moi, en tout cas, c'est la lecture que j'ai faite. Alors, vous avez mis la barre à un niveau. On vous conseille, pas un conseil, mais on souhaite et on vous demande de maintenir cette position, sinon d'aller encore chaque fois que besoin se fera sentir, d'aller toujours au-delà d'aujourd'hui. Hein? Merci à vous au niveau de Paris, merci infiniment. Et nous attendons encore d'autres actions, n'est-ce pas? D'autres actions de la part des Ivoiriens qui sont au niveau de la France, qui ont organisé cette marche couronnée de prises de parole, qui ont ciblé sous les de Paris. Allah.
Là, vous êtes en train d'allumer le procureur. Et le procureur, là même, là, comment il s'appelle? Procureur, il est vilain, le gars, là, le procureur d'Abidjan, là. Son visage, on dirait un monstre. C'est lui qui dit, il va aller chercher les gens. Tu es tellement bête. Tu mets des gens en prison. Ça dit que les gens n'ont pas honte, quoi. Franchement, moi, ça, c'est les trucs qui font honte. Toi, tu veux aller arrêter des citoyens d'un autre pays, même s'ils sont d'origine ivoirienne. Alors que toi-même, tu es incapable d'appliquer la justice dans ton propre pays. Ça, c'est la malédiction. Moi, je ne sais pas ces idiots-là qui font ça. Vous n'allez pas mourir. Hein. Et puis, alors, on va venir, on va parler de ça. Fait trop rire, quoi. Ceux-là, c'est des comédiens. Alors, on va continuer rapidement. On voit que nous, pour le moment, hein, ce filet important du Mali, pendant que d'autres essaient d'attribuer cela au Togo, j'ai dit, faisons beaucoup attention aux lectures que nous faisons. Faisons beaucoup attention, je répète, faisons beaucoup attention à ce que nous allons écouter souvent. Keïta n'a jamais dit, je l'ai d'ailleurs, mais c'est avec ça que j'ai commencé l'émission, nous ne sommes pas détenteurs d'une vérité absolue, mais nous avons notre vérité à nous. Et notre vérité à nous s'inscrit dans la logique de la vérité absolue. Et cette vérité absolue n'émane pas d'un être humain. Cette vérité absolue est l'émanation de l'absolu que lui-même se trouve en haut. Il nous a conseillé de marcher dans la justice, selon la justice, et cette justice fait référence aux normes sociétales ou sociales. Maintenant, la vérité d'aujourd'hui d'un être humain, vivant que je suis, la vérité d'un être humain tel que je suis, n'est pas la vérité de demain, puisque la vérité que je donne aujourd'hui prend en compte de ce que j'appelle l'écosystème d'aujourd'hui, prend en compte les situations, je peux dire géographiques, circonstancielles, événementielles par rapport à aujourd'hui. Mais cette vérité d'aujourd'hui ne peut pas être forcément la vérité de demain. Donc, du fait de cette dynamique de l'évolution de l'homme, c'est-à-dire dès le commencement, dès la conception, hein, dès le fœtus, jusqu'à l'accouchement, concevoir, naître, grandir et mourir. Donc, entre naître, grandir et mourir, il y a ce qu'on appelle souvent le temps. Donc, pendant ce temps-là, la vérité d'aujourd'hui n'est pas la vérité de demain. C'est ce que je dis toujours. Donc, ce qui me fait dire que nous ne sommes pas détenteurs de la vérité absolue. Et nous faisons en sorte que la vérité en nous puisse s'inscrire dans une vérité beaucoup plus dynamique. Une vérité beaucoup plus, je dirais pas divine, mais une vérité vraiment qu'on arrivera à discerner de façon simple. Alors, quand vous regardez, on vient de commencer, je vous en prie, si vous pouvez partager, faites-le. Sinon, bon, ben, on est ensemble, il n'y a pas de quoi. Alors, vous regardez à Abidjan aujourd'hui. Je vais laisser Abidjan, on a commencé avec l'AES, avec le Togo. On vient nous dire, j'ai lu un article qui prétend attribuer au Togo la paternité de cette saisie. Mais le Togo n'a jamais saisi, quoi que ce soit. Et ces idiots menteurs corrompus, c'est des imbéciles. Si le Togo veut entrer au sein de l'AES, que le Togo le fasse par la meilleure façon. Mais pas à utiliser des journalistes maudits, menteurs et pathétiques.
C'est le Mali qui a fait la saisie. Le Mali n'a jamais dit qu'on a saisi et puis on nous a donné. Le Mali dit la coordination des 3 services de renseignement de l'AES a permis au Mali de faire cette saisie avec le soutien d'un pays de la sous-région. Mais tout le monde sait. Le renseignement togolais est sous-traité avec la DGSE. Alors, bâtard que vous êtes, vous venez nous dire que c'est le Togo qui a fait quoi que ce soit. La seule participation du Togo dans l'AES, là, c'est le port. Ça s'arrête là. Le Togo n'a pas un service de renseignement qui peut nous aider en quoi que ce soit. C'est pas le Togo, mon ami. Si tu continues à m'écrire, je te sors de mon direct, idiot. Togo où là? Tu allais dans quelle école? Tu vas écrire des bêtises pendant mon direct? C'est Togo. Quel Togo? Quel Togo? Au Togo? C'est ce que le Mali t'a dit? Quand tu as écouté le communiqué de l'état-major du Mali, on t'a dit le Togo? C'est le nom du Togo qui est sorti dedans? Le Togo a quel service de renseignement? Et puis regardez-moi ces idiots-là, comment ils réfléchissent. C'est du Togo, donc on amène les équipements des djihadistes au Togo, et puis on va traverser tout le Mali pour aller au nord. Tu réfléchis comment? Tu réfléchis où? Tu réfléchis comment? Tu viens m'énerver, ça, je te sors de mon direct, idiot. Moi, les bêtises, là, c'est pas ici, on vient écrire ça. Je ne sais pas c'est quel pays. Un point, c'est tout. Je ne sais pas c'est à partir de quel port le Mali a fait un communiqué avec des codes. Le Mali a dit, le Mali n'a jamais, attendez, est-ce que le Mali, même le communiqué t'a dit dans quelle localité ça a été saisi? Si tu viens écrire tes inepties ici, là, je vais t'allumer avant de te bloquer. Est-ce que le Mali a dit à quelqu'un dans quelle région, dans quelle localité? Et je l'ai dit dans mon direct. J'ai dit, si le Mali avait au moins se précisé la localité où il y a eu la saisie, on allait avoir tout de suite une idée, c'est quel pays. Ça peut être la Guinée qui a un port. Nous, on n'a pas de port. Ça peut être la Guinée, ça peut être la Mauritanie, ça peut être le Togo. Non, on n'a jamais parlé de tout ça. Tu viens t'arrêter, tu vas lire des petits, et puis ta tête, tu réfléchis même pas à l'autre, il a c'est Togo. Il faut venir écrire encore ici, Togo, tu vas voir. Mais voilà, réfléchissez, non? Réfléchissez, ça fait quoi à quelqu'un? Ça fait du bien. Togo, Togo. Sur quelle base tu dis c'est le Togo? C'est le Mali qui t'a dit c'est le Togo? Quand tu as écouté le communiqué, là, tu as entendu le nom du Togo dedans. Alors, donc, on continue pour nous. Moi, je m'en fous que ce soit le Togo. Tant que le communiqué ne me dit pas que c'est le Togo, pourquoi je vais dire que c'est le Togo? Tu vas dire, bâtard là, c'est ta mère qui a dit ça, maudit que tu sois. Donne-moi une seconde. Je vais enlever ce bâtard là de mon direct là. Allez, faut aller dire ça à ta main là, maudit que tu sois. Alors donc, on continue. Nous remercions d'abord, une fois de plus, nos forces de défense et de sécurité pour le travail excellent, extraordinaire qu'ils continuent de faire tous les jours pour la sécurité de nos pays. Mais, je vais revenir rapidement sur un petit point. On a l'habitude de dire que c'est la paix qui précède, je crois, le développement. C'est pas ça. On dit c'est sans la paix, il n'y a pas de développement. Sans la paix, on ne peut pas sans la paix. Mais je ne suis pas trop d'accord avec ça, sans la paix. Alors, la question maintenant, il y a un élément premier avant la paix, c'est la justice. Sans la justice, est-ce qu'il peut y avoir la paix? Je vous permets d'écouter notre petit frère en quelques minutes. J'espère qu'on va pouvoir le retrouver facilement et rapidement. Je veux, oh là là, de procureur. ma doigt me fatiguer, ma merde. Alors on va rapidement revenir ici, où il est. On va écouter ça. On va, voilà. Je vais vous faire écouter ça. Permettez-moi, hein. Voilà. C'est normal. Alassane. On va écouter, c'est sous le qu'on va écouter, et puis on va continuer. C'était lors de la marche d'aujourd'hui. Est pour nous un luxe. Nous sommes des Ivoiriens
de France, des Français ivoiriens, en France et partout. Nous levons la voix pour dénoncer ce qui se passe dans notre pays, la Côte d'Ivoire. La France libre ne peut pas soutenir un dictateur dans mon pays. La France libre ne peut pas soutenir un autocrate dans mon pays. Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramatique Ouattara. Il n'a pas la solution. Il a le problème. Alassane a décidé d'exclure Guillaume Kibafori Soro. Est-ce que c'est normal? Alassane Ouattara a décidé d'exclure Koudou Laurent Gbagbo. Est-ce que c'est normal? Alassane Ouattara a décidé d'exclure Cheikh Tidiane Diop. Est-ce que c'est normal? Alors, vous savez, on a écouté ce vieillard-là, Alassane Dramane Ouattara. Ça fait mal. Vous savez, il y a la VAR aussi en politique. Moi, je vois souvent quand on fait revivre, quand on ramène, certains éléments, les gens écrivent la VAR. La VAR que vous savez qui fait partie du football. Lorsqu'une action est passée, on va regarder sur la vidéo l'action qui est passée, parce qu'il y a désormais, je peux dire, en dehors des deux juges de touche, plus le juge central, deux arbitres de touche, plus l'arbitre central, ils sont 3. Mais désormais, ils sont 4 ou 5 ou 6. D'autres sont dans la salle pour observer. Donc, quand il y a une faute, tout ce que ni l'arbitre, ni les arbitres de touche n'ont vu, l'arbitre porte l'oreillette. Donc, il parle et puis l'arbitre arrête le jeu. Il fait ça. Ça veut dire il va aller à la vidéo. Quand l'arbitre fait ça, il va aller à la vidéo. Il va regarder et puis regarder si vraiment c'est fondé. Et si c'est fondé, tout de suite, si c'est un penalty, si c'est un carton jaune, si c'est un carton rouge, si c'est quoi que ce soit, tout de suite, il s'exécute. En politique aussi, il y en a. Mais en politique, c'est nous qui disons à vous qui venez nous écouter, on fait comme ça. On vous ramène les propos. Aujourd'hui, je ne ferai pas cadeau à Alassane Ouattara. Aujourd'hui, je vais allumer Alassane Ouattara jusqu'à ce qu'il y ait son kojo qu'il porte pour dormir. Parce qu'il porte couche souvent. Ah, tu es là-bas, je suis là-bas. Demandez à Dominique, c'est ce que je dis, faux. Le vieux, il a tellement de sérieux problèmes à Alassane Ouattara. Si moi, je vais rentrer dans la vie d'Alassane Ouattara, vous allez dire que je suis un menteur. Mais quand les faits vont commencer à sortir, ce qui est malheureux, vous n'allez pas cesser à savoir. Où est qu'il t'a présenté nos excuses? Ce que Ouattara dit aujourd'hui, je l'ai anticipé, ça fait des années. Je l'ai anticipé, ça fait des années. Je peux dire, ça fait à peu près 10 ans maintenant. C'est-à-dire en 2015, 2016. 2015, on peut aller 9 à 10 ans. Nous sommes en 2025. J'ai donné des descriptions sans nommer de ce que Ouattara, je dis Ouattara, la physionomie, la transformation physique de Ouattara va choquer le monde. Les Ivoiriens ne reconnaîtraient même pas leur président. Tellement il fait la chimio par rapport à ces deux cancers. Regardez son visage, il y a 2 tons. C'est le tigre ou la pente. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Où il y a des points. Voilà. Il y a des parties qui sont noires, puis il y a des parties qui sont... Ça, c'est l'utilisation abusive du traitement par la chimiothérapie. Il a le cancer de la gorge et de la prostate. Mais à cette époque, Ouattara n'avait ni l'un ni l'autre. J'ai dit qu'il sera transformé physiquement. Ce n'est pas tout. J'ai dit aussi qu'il aura la honte qu'aucun président en Côte d'Ivoire n'a eu. Et ça vient de commencer. La honte, là, ça vient de commencer. Ce n'est pas tout. J'ai dit qu'il sera psychologiquement, il sera déstabilisé.
il est en train d'être déstabilisé psychologiquement. Et Ouattara n'a pas encore fini de tuer. Il n'a pas encore fini de commettre le crime, l'abominable. C'est ça, l'abominable. Comment vous appelez ça? Prêtez-moi l'expression. Il y a une petite fille, je ne sais pas, elles sont françaises, togolaises ou béninoises là. Elle dit, vous, elle est vidéo, elle dit, Adama Pitogo, je ne sais pas si c'est une chaîne de visibilité, elle dit, Adama Pitogo a été arrêtée. Pourquoi la petite fille, elle ment comme ça même? Arrestation d'Adama Pitogo. Et puis on n'en parle pas dans les médias. C'est elle seule qui sait qu'on a arrêté Adama Pitogo. Alors, je vais revenir. Donc, je suis en train d'abord de vous présenter ce qui est ce que Ouattara vit, que j'ai anticipé il y a 9-10 ans. Donc, quand Keïta parle souvent, ce n'est pas tout qu'il faut vous attendre, voir l'accomplissement le lendemain. Ok, merci Bruce. Donc, ce n'est pas forcément, vous allez dire, ah, demain matin, ce que Keïta a dit va s'accomplir. Non. Keïta fait des anticipations. Je n'aime pas trop révélation. Je ne suis ni prophète, ni qui que ce soit. Je ne suis que Chakouma Keïta, enfant de Mariam Diallo et de Gaussou Keïta, qui les reposent un peu tous les deux. Donc, je fais une anticipation dont Dieu m'a fait grâce. Et ce que Ouattara vit, pour ceux qui me connaissent, à l'époque, je faisais pas de vidéos comme ça. Je faisais même pas de direct. C'est quelqu'un, en fait, qui m'a poussé à faire. Sinon, avant, je faisais les petites vidéos, 5 minutes, 10 minutes, et puis je postais. Et c'est un jour, quelqu'un m'a, dans un commentaire, il y a quelqu'un il a fouetté mon orgueil. Et je remercie Dieu qui m'a permis de voir ça. Il dit, les autres font direct, toi tu fais pas direct. Le gars m'a bien savonné dans le commentaire. Je dis, ah bon, c'est un défi. Et puis j'ai commencé à faire le commentaire. À partir d'un commentaire, j'ai commencé à faire les directs. Et là même, les directs n'étaient pas, peut-être c'était une fois, peut-être chaque 2 ou 3 semaines. Parce que bon, moi je faisais pas la direct parce qu'il faut faire direct, il faut chercher. Non, non. Quand je vois un sujet net, c'est là, c'était en fonction de l'actualité que je sortais. Je pourrais faire un mois sans sortir. Quand il y a un sujet qui est là, je sors et puis je fais mon direct. Voilà comment j'ai commencé à entrer doucement dans ce jeu. Mais j'ai commencé véritablement avec le président Sékran, le président Assimi Goïta est arrivé au pouvoir, que j'ai commencé véritablement à faire le direct pratiquement tous les jours. C'est par rapport au président Goïta. Donc, maintenant revenons un peu à Alassane Ouattara. Quand Soule de Paris cite le nom de Gbagbo Laurent, le nom de Soro Guillaume, le nom de Cheikh Tidiane Thiam, mon homo Cheikh Tidiane Thiam, c'est vrai que je peux comprendre, ils n'ont pas cité Blé Goudé, c'est pas grave. Blé Goudé, Akoussi Benjo. Mais le même menteur criminel, assassin, voleur, corrompu et corrupteur de tous les temps, Alassane Dramane Ouattara, il a dit, lui, il n'est pas de ceux qui excluent les opposants. Mais lui, il a fait pire que ceux-là. Ce maudit président, ce raté président, cette dévergondé appelé président Ouattara, il a fait pire que tout cela. Quand il s'attaque à votre crédibilité, c'est pire que exclure votre nom de la liste électorale. Présenter Soro Guillaume comme un voleur, un receleur, un menteur, un corrompu, un corrupteur, tout simplement parce qu'il a dit non. Et les bâtards au RHDP, vous croyez que Dieu va... Est-ce que vous savez ce que Dieu vous prépare? Merde que vous êtes. Je prie Dieu qui ne vous... Ce qui me montre là, je garde ça. C'est pourquoi j'ai dit, il y a des choses que je dis, vous allez me dire que je mens. Tant que la pression n'est pas forte pour que j'en parle, je n'en parlerai pas. Moi, j'ai déjà vu la fin de Ouattara. Je vous jure au nom de Dieu. Il m'a déjà montré la fin de Ouattara. Et ça, ce n'est pas aujourd'hui. Ça, c'était bien avant même qu'il n'a accédé à quoi? Au faux Venbon. C'était bien avant que Ouattara même. C'était dans les moments où on bombardait Gbagbo Laurent. À la même période, il m'a montré la fin de Ouattara. Mais ça, je n'ai jamais dit à quelqu'un. Jamais. La même manière que Dieu m'a montré que Gbagbo sera bombardé, arrêté, envoyé là, mais va rentrer en triomphe. Bien avant ça,
je crois, quelques années, je crois 2 ou 3 ans avant, pardon, 1 à 2 ans maximum, j'avais déjà eu une première révélation sur Charles Blé Goudé. Et le président Gbagbo, c'est pendant les bombardements que j'ai vu. Et juste après, même Ibeka, qu'il repose en paix. Ma femme, elle est témoin. La chute d'Ibeka, j'ai vu. Macky Sall, je l'ai vu. Macky Sall, je l'ai vu, mais je n'ai jamais parlé de ça. Macky Sall, il a eu la chance, lui s'est ressaisi. Il s'est ressaisi. Je crois qu'il a écouté la voix des sages. La fin de Macky Sall m'avait été présentée. Ibeka, idem. Alassane Ouattara, idem. Je répète, Macky Sall a écouté la voix de la sagesse. C'est ce qui a sauvé Macky Sall. Ce n'est pas parce que Dieu vous a montré quelque chose que absolument ça doit se passer. Dieu vous montre selon la voix. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, faites beaucoup attention quand Keïta parle très souvent, quand il vous dit bonsoir à tout le monde, hein, j'ai déjà salué, merci à toi, So. Alors, souvent quand je commence mes interventions, faites beaucoup attention comment je fais l'introduction. Parce que c'est l'introduction qui va déterminer la suite. Je vous ai parlé tout à l'heure de ma vérité, qui est une vérité temporelle, qui s'inscrit dans le temps, mais qui n'est pas une vérité intemporelle, une vérité absolue. C'est la vérité absolue qui n'a ni commencement ni fin. Et ça, c'est Dieu seul qui a ça. Mais nous sommes des hommes temporels définis par le temps, conception, naissance, développement, et puis la mort. Donc, notre vérité ne peut jamais être une vérité ni universelle, ni intemporelle, puisque nous-mêmes, enveloppe physique, charnel, nous avons une fin. Donc, la vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément la vérité de demain. C'est ce que je veux dire en un mot. Alors, quand vous regardez, même si Dieu vous montre quelque chose, Dieu vous montre par rapport à l'attitude de la personne. Mais il importe, il le dit lui-même. Si vous changez, alors je renonce à ce que j'ai promis. Mais si vous ne changez pas, voilà ce qui vous attend. Merci, une vérité éphémère. Donc, c'est ça. Donc, quand je dis Macky, j'avais vu, mais je n'ai jamais parlé à Macky, sauf à ma femme. Ibeka, c'était la même chose. J'ai vu la chute d'Ibeka depuis le palais de Koulouba. Mais je n'ai jamais, de toute ma vie, je n'ai jamais dit à quelqu'un. J'ai laissé ça pour moi seul. Il n'a pas changé, voilà pourquoi il est tombé. Macky Sall, il a eu la chance. Il a changé, mais regardez les trous qu'on a découverts derrière lui. Ils avaient maquillé les comptes, mais aujourd'hui, il ne peut pas rentrer. L'humiliation est là. Ils ont volé. Ils ont trahi, ils ont trompé. Et forcément, il y a un procès qui l'attend. Si jamais il s'amuse à rentrer, c'est parce qu'il a su tout ça qu'il a construit un petit palais au Maroc. Et le roi du Maroc n'a jamais livré un président. Son père ne l'a pas fait, lui-même il ne le fera pas, puisque Mobutu est mort là-bas. Et la femme de Mobutu est toujours là-bas, au Maroc. Alors, ce que nous disons, Alassane Ouattara, quelqu'un qui dit, je ne vais jamais exclure, mais il fait pire. Ce que Oufoué n'a jamais fait, il l'a fait. Envoyer des Ivoiriens pour être jugés par une cour pénale internationale. Il a volé plus que Oufoué ne l'a fait. D'ailleurs, ce serait un peu dangereux parce qu'Oufoué, il est venu riche en politique. Il était déjà riche, Oufoué. Il était déjà propriétaire terrien, il avait des plantations. Donc, même si il dit qu'il ne faut pas regarder dans la bouche de celui qui grille des arachides, Oufoué, il avait quelque chose. Mais Ouattara, quand il arrivait au pouvoir, il n'avait rien. He was a broken man. A poor man. C'est son image qu'il vendait. Il n'avait rien. Maintenant, l'argent qu'il prenait pour entretenir la rébellion,
Vous croyez que c'était l'argent de Ouattara? Alors, je vais lever le voile sur les 25 millions dont Kone Zakaria a toujours parlé. Comme Alassane Ouattara recevait ces 25 millions, et je mets Ouattara au défi, s'il veut, il n'a qu'à prouver que ce que je dis est faux. Ouattara avait fait des promesses à des entrepreneurs. Alors, ça, ce n'est pas Keïta qui le dit. Allez-y demander à Alain Foucault. Allez demander à tous les grands journalistes d'investigation. Vous pouvez demander aussi à notre petit frère Chris Yapi, si vraiment il est capable de, comme il dit qu'il est enquêteur aussi. Vous n'avez qu'à regarder le Congo-Kinshasa. Jetez un regard là-bas. Qui a financé la rébellion de Laurent Désiré Kabila? Ce sont les entreprises américaines. Pourquoi? À cause du minerai. Il y avait la terre rare. Ils avaient besoin de quelque chose pour leur entreprise, pour leur business. Désiré Kabila, il avait quoi? Quand vous regardez le monsieur, qu'est-ce qu'il avait? Il n'avait rien. Qui maintenait la rébellion de Jonas Savimbi en Angola? C'était le diamant qu'il voulait, qu'il vendait. Savimbi, il vendait le diamant où? Aux Israéliens, qui sont aujourd'hui devenus, Tel Aviv est la capitale mondiale. C'est là je sais pas comment on appelle ça, c'est Angola ou bien quel pays là. Ils ont dit désormais le prix du diamant ne se négociera nulle part si c'est pas chez eux. Donc, ils ont tout mis en place là-bas, mais les grands diamantaires, ce sont les Juifs. Vous n'avez qu'à aller dans... Si vous êtes aux États-Unis, je ne peux pas parler de l'Europe, si vous êtes aux États-Unis, allez dans les pawn shops, les gens savent ce que c'est, allez-y dans les bijouteries, on va aller à downtown, quand on dit downtown aux États-Unis, c'est-à-dire c'est le centre-ville. Hein? En un mot, c'est le centre-ville, hein? C'est le centre commercial où il y a tout. Quand vous allez à downtown, vous voyez les bijouteries. Diamant, or, diamant, or, diamant. Vous croyez que ça appartient à qui? Ça appartient aux Juifs. Mais le diamant là, ça vient d'où? Les diamants là viennent d'où? Donc, Désiré Kabila, sa rébellion a été financée par les entrepreneurs. Ceux qui soutiennent les voyous criminels, les mercenaires au Mali, là, c'est qui? Ceux-là, ils ont quel argent? Regardez, je vais commencer au Burkina. Regardez les motos que nous avons saisies d'une valeur d'1 milliard, que personne n'a jamais réclamé, mais en direction de la Côte d'Ivoire, précisément à Korogo. L'argent venait d'où? Forcément, on va dire, l'argent vient d'Abidjan. Mais vous croyez qu'Alassane Ouattara a pris 1 milliard dans les caisses de l'État? Il y a des gens, des opérateurs économiques, qui ne sont pas contents des décisions d'Ibrahim, qui passent par Ouattara, ils mettent l'argent à sa disposition, on met ce que tu vas à ta disposition, aide-nous là-bas. Voilà comment ça fonctionne. Je le dis de façon banale comme ça, pour que chacun comprenne. L'argent, d'où ça vient, c'est eux, ce sont les entreprises que nous chassons de chez nous. Barrick Gold, Total au Burkina, Orano au Niger, ces grandes entreprises, mais ce sont ces entreprises-là qui passent par leurs États, qui ont des ramifications dans leurs ambassades et qui touchent directement le criminel et le président Ouattara. S'il dit, j'ai besoin de 200 millions pour faire votre affaire, mais eux n'ont pas un problème pour mettre 200 millions sur la table. Et Ouattara utilise cet argent-là pour faire, nous voyons ce que c'est. Et la rébellion, ça frôlait. Les terroristes qu'on a saisis, les tenus, avec tout ce que vous connaissez. Vous croyez qui a financé ça? C'est ceux qui veulent maintenir le chaos et continuer à pouvoir exploiter ce qu'ils exploitaient. La France, premièrement, c'est le premier pays qu'on indexe d'abord. Alors, donc, ça vous permet d'avoir une idée. Donc, la rébellion, tout ça pour vous amener à comprendre que les 27 millions dont parlait Kone Zakaria de la rébellion, c'est pas, il y a Alassane Draman Ouattara Mewardama, mais c'est un illettré, un petit bâtard, un raté, un bourré, un criminel qui doit être arrêté puis jeté en prison. Mais Kone Zakaria ne sait pas d'où venaient les 25 millions chaque mois. Ouattara avec quel argent?
de la rébellion de 2002 jusqu'à... Ils ont fait combien d'années de la rébellion? Ils lui disent chaque mois 25 millions. Ouattara a quel argent pour donner 25 millions? Même en prenant tout simplement, en un an, ça fait combien? 250 millions, 10 mois, c'est pas ça? 25 millions par mois, en 10 mois, ça fait 250 millions, et puis vous ajoutez les 50 millions, donc ça fait à peu près 300 millions par an. Alassane Ouattara, le pingre qui est là, le criminel, vous croyez qu'Alassane Ouattara avait... Et pendant combien d'années cette rébellion-là était là? Et vous croyez qu'Alassane Ouattara, il donnait 300 millions par an, mais les 300 millions-là venaient d'où? 300 millions par an, CFA, je veux dire, ça venait d'où? Mais les 300 millions venaient de quelque part. Quand vous êtes opposant, criminel, avide de pouvoir, vous faites un pacte avec le diable. Et le diable, c'est qui? Ce sont ces entreprises qui sont tapées dans l'air. Pourquoi pendant la guerre, on dit les pays, on dit mais l'Afrique ne fabrique pas les armes. Pourquoi les armes sont versées en Afrique? Mais l'industrie de l'armement. C'est ça. Donc, ce sont ces gens-là qui donnaient l'argent à Ouattara parce que Ouattara a fait une promesse avec eux. Je gagne, c'est ce qui fait quand il est arrivé. Moi, je ne peux pas dire aujourd'hui, voilà l'entreprise, c'était l'entreprise. Mais quand il est arrivé, on a vu ce qu'il a fait. Il a cassé tous les contrats qui avaient été légalement, correctement passés à partir des appels d'offres. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé tous les contrats et il a fait quoi? Il les a attribués de gré à gré. Même aujourd'hui, Ouattara continue de faire les attributions de gré à gré. Mais les attributions de gré à gré, là, mais c'est ceux avec qui il a scellé le pacte, ceux qui lui donnaient l'argent pour financer sa rébellion. Parce que personne ne peut dire d'où venait l'argent de Ouattara. Quel argent il avait pour faire ça? Vous croyez que petit fonctionnaire du FMI, il avait quoi? En tant que fonctionnaire du FMI, il gagnait combien pour pouvoir financer une rébellion de 300 millions par an? Il avait quoi à la BCAO pour pouvoir financer une rébellion? Parce que du FMI, il était gouverneur adjoint. Après, il est devenu gouverneur de la BCAO. Ce sont les trois cursus professionnels que nous connaissons. Même s'il a investi, même s'il était dans quelque chose, quel argent lui est là pour faire 25 millions par mois à cette rébellion-là? C'est pas moi, c'est Kone Zakaria qui a dit. Il n'a jamais démenti ce qu'il a dit. Il dit, ce Kone Zakaria, je ne le connais pas. Mais pourtant, quand il est devenu président, il a nommé le monsieur. Et c'est le monsieur qui est devenu leur homme de main. Tu ne le connais pas. Mais si Ouattara était honnête, Zakaria devait passer devant la justice pour avoir menti sur lui. Mais il ne l'a jamais fait. Parce qu'en réalité, c'était vrai. Donc, ceci dit, je voulais juste que vous compreniez l'origine d'abord des financements. C'est important. Si vous comprenez, dès l'instant où le monsieur a dit aux Ivoiriens, je connais Zakaria, je ne le connais pas, je suis à Paris, on me montre une vidéo. La VAR existe, je vous en prie. On va laisser la VAR, on va revenir à notre jeune frère Soulé de Paris. Permettez-moi, Ouattara et Zakaria. Donne-moi une seconde, hein. On va écouter, on va voir. Parce que, on va voir. Alors, voilà ça ici. Mais c'est très facile de faire de la manipulation quand on est au pouvoir. Quand on confisque les médias d'État. Quand on empêche. Est-ce que, Ivoiriens, peuple du Sahel, peuple de l'Iptako Gourmand, peuple de l'AES, peuple du monde entier, vous qui m'écoutez, vous qui venez nous suivre, est-ce que nous ne vivons pas? Voilà comment Dieu attrape les menteurs, les corrompus. Voilà comment Dieu attrape ceux qu'il va détruire demain. Guillaume Soro est un sujet sans aucune... Bagbolora, qui manipule la presse, qui manipule, qui fait... Hé, Ouattara, la VAR. Écoutons-le encore. Mais
C'est très facile de faire de la manipulation quand on est au pouvoir. Ouais. Quand on confisque les médias d'État. Ouais. Quand on empêche les autres de s'exprimer. Ouais. Quand on les accuse de tout et de rien sans preuve. Merci. On fait des manifestations depuis 3 ans et demi, bientôt 4 ans, jusqu'à aujourd'hui. On n'a apporté aucune preuve d'aucune sorte. Et on continue de mettre cela dans la tête des gens. Alors moi, je... Soro Guillaume, Dieu fera ton palabre. Koudou Babo, Dieu fera ton palabre. Cheikh Tidiane Thiam, il faut t'asseoir tranquille. Tu peux pas dire ça et puis tu vas te laisser. Tu peux pas dire ça et puis tu vas passer Dieu attend Ouattara au tournant et ce sera pas joli à voir. Ce sera pas beau à voir. Ça va sentir mauvais. J'ai dit au RHDP, je suis votre pire cauchemar. Moi, je vais pas insulter votre papa, votre maman. Mais si vous méritez que je dise que vous êtes des bâtards, des pédés, des poucles, je vais le dire. Écoutez votre président ici. J'en ai marre d'être accusé gratuitement. La Côte d'Ivoire mérite mieux que cela. Tu as été accusé. Hey! Donc on peut faire tout ça. Hein? Eh, Gbagbo, Yako, Dieu fera ton palabre, Gbagbo. Ah! Hey! Allons-y. Ce pays a une justice. Ce pays, mais à ce moment-là, mais c'est trop facile. On prend la télé et puis on accuse qui on veut. Sans preuve, sans aucune. Et ma carrière m'a démontré que je ne suis pas un putschiste, je ne suis pas un violent, je n'ai tué personne. Arrêtez d'accuser les gens. Toussaint Yako, toi on a pris ta tête pour faire ballon. Et Allah, on t'a décapité, je ne suis pas violent. Mais tu dis il y a justice. Pourquoi Toussaint n'a pas eu de justice? Et Alassane Ouattara, et Allah Tchokoroba John Kunango, Tchokoroba Galutigela, Tchokoroba Tete Djougou. Ça, c'est Alassane Draman Ouattara. Il y a une justice. Toussaint n'a pas eu droit à cette justice. Sorodio n'a pas eu droit à cette justice. Gbagbo Laurent n'a pas eu droit à cette justice. Tidiane Thiam n'a pas eu droit à cette justice. De quelle justice tu nous parles? Oh, donc, tout ce que Ouattara disait, il préparait les Ivoiriens, il dit c'est ça là que je vais faire. C'est Gbagbo qui est au pouvoir là. Mais ce que je suis en train de vous dire là, gardez en esprit, quand je prends le pouvoir là, ça, c'est moi qui suis là. Donc je vous présente celui que je suis avant de prendre le pouvoir. Hey! Subhanallah. Hey! Là-bas. Faire des amalgames, ça ne marche pas. Si vous avez des preuves, apportez-les. Toujours des manipulations. J'entends quand j'étais à Paris, on dit voilà, il y a une cassette qui dit qu'Alassane Ouattara a reçu donner de l'argent à la rébellion. Par des gens que je connais même pas. Par des gens que je connais même pas. Par des gens que je connais même pas. Un certain Kodé Zakaria, un certain Kodé Zakaria, un certain Kodé Zakaria. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais parlé avant le 19 septembre. Et tout d'un coup, on dit que c'est moi qui ai donné de l'argent à la rébellion. Je crois que ça suffit. Bon, ça se passe. Il n'y a pas de commentaire ici. Hein? Il n'y a pas de commentaire. Allah, Tchokoroba Ouattara, Ouattara, tu es mauvais. Alors, on va pas... Vous avez entendu Ouattara, il dit qu'on n'est pas connu Zakaria. Mais pourquoi quand tu as pris le pouvoir, tant qu'il dit il y a une justice, pourquoi quand tu as pris le pouvoir, tu n'as pas reconnu Zakaria, tu as menti sur moi quand j'étais opposant. Apporte la preuve que moi, je vous donnais 25 millions chaque mois. Il n'a pas fait. Ouattara n'a pas fait. Alors, donc, voilà ce président qui, on répète, voilà ce président qui, c'est pas fini, hein. On revient encore. Connais Zakaria, pardon. Faut parler, on t'écouter. Connais, faut parler. Pardon, Zakaria, faut parler. Pardon, connais Zakaria, faut parler. Alors, mais ça est là. La vidéo n'a jamais été supprimée. Connais Zakaria n'a jamais été interpellé pour lui poser la question.
Moi, alors, voilà, Alassane Ouattara, pourquoi je vous ai fait écouter ça? Il est celui qui a dit, il n'y aura pas d'exclusion. Il n'y aura pas d'exclusion. Pourquoi Gbagbo est exclu? Pourquoi Soro est exclu? Pourquoi Tidiane Thiam est exclu? Alassane Ouattara est un menteur, est un corrompu. Ce qui est malheureux, quand vous regardez ces gens du RHDP, ils ramassent des vieilleries que peut-être, je ne sais pas, ces vieilles femmes-là, souvent ça fait, quand vous allez regarder leurs images souvent à la télé, vous posez la question, c'est pas vrai. J'ai vu une même qui s'en prenait à Chérif Balé. J'ai dit, waouh. Et j'étais dépassé. Voilà. Oui, merci. Merci. Mais t'as main quoi? T'as main quoi? Alors, c'est ceux-là, aujourd'hui, qui sont au pouvoir, malheureusement. Je vois que YouTube est en train de supprimer beaucoup de messages, des gens peut-être qui sont en train de m'insulter. Merci à YouTube, parce qu'on a mis un petit filtre aussi, ça marche pas toujours, mais ça marche très souvent. Il y a des expressions que vous sélectionnez, donc les commentaires sont filtrés. Au regard de ce que vous avez mis comme filtre, merci à YouTube. Alors, voilà la réalité. Maintenant, voilà une situation. On met la Côte d'Ivoire en berne, je vais au Congo, Kinshasa. Est-ce que les Congolais sont là, la RDC? Moi, j'ai honte pour la RDC. Je voulais pas regarder de près ce qui se passe en RDC. Mais je suis tombé sur le procès de l'ancien ministre d'État, ministre de la Justice, qu'on essaie de faire accuser d'avoir détourné de l'argent. Ce qui est malheureux, j'ouvre cette parenthèse pour que vous compreniez l'avidité du pouvoir. Si vous avez aimé un temps son peu ce ministre, je crois qu'il a fait à son procès, j'ai suivi, enfin, je continue de suivre de près. Il a fait une sortie qui, logiquement, la justice même devait, enfin, ce qu'ils ont mis en place là, c'est soi-disant juge devait se déclarer incompétent pour juger le ministre d'État, enfin l'ancien ministre d'État. D'abord, j'ai apprécié son courage. Il a démissionné et puis il fait face. Il y a de fortes chances que ce monsieur-là devienne le prochain président de la RDC. J'ai dit il y a de fortes chances. Et souvent, pourquoi j'en parle? Les idiots de juges qui sont en RDC, ils n'ont pas tiré les leçons de ce qui s'est passé au Sénégal. Et pourquoi les gens continuent en Afrique de faire des bêtises? Je pense que le Sénégal a envoyé un mauvais signal. Bachir Diomaye et son frère Sonko ont envoyé un mauvais signal. J'aurais souhaité voir tous les juges corrompus, les procureurs corrompus, tous être interpellés par la justice. Si un ministre de la justice peut faire face à la justice, un magistrat qui est un juge et puis peut pas faire face à la justice, est-ce que le juge là c'est un dieu? C'est pas un dieu. Moi j'aurais souhaité voir au Sénégal, ils ont tous été victimes de leur système. Mais les mêmes juges sont là, les procureurs sont là, c'est comme rien ne s'est passé. Et moi j'ai du mal à comprendre ça. Ils ne sont pas au-dessus de la loi. Il va falloir que les choses commencent à changer. Et je remercie le capitaine pour le moment dans le monde, à lui seul. Trump est en train de faire la même chose, même si on ne l'apprécie pas de ce côté-ci, je dis merci. Mais en Afrique, le capitaine est le seul à avertir les juges, les procureurs. Il n'a pas tourné autour du pot. Il a été clair avec eux. Ou vous travaillez pour le peuple,
ou vous démissionnez, ou vous allez rendre compte. Et au Burkina, on voit ce qui se passe. Quand vous avez échappé et que la grâce de Dieu vous a permis d'être là où vous êtes, c'est là que Ousmane Sonko et Diomaye n'arrivent pas à faire la part des choses. La main de Dieu, comment Dieu a agi pour les amener de la prison à la magistrature suprême, Dieu ne l'a pas fait gratuitement. Dieu l'a fait pour que aussi justice soit rendue au peuple sénégalais. Malheureusement, j'ai écouté beaucoup de Sénégalais se plaindre du fait qu'ils ont promis de rendre la justice. Des Sénégalais sont morts à cause d'Ousmane Sonko. Des Sénégalais sont blessés à vie, handicapés à vie à cause d'Ousmane Sonko. Il y en a qui ont subi des dommages psychologiques à vie. On aurait souhaité voir que une de leurs priorités soit la restructuration de la justice et que ceux qui étaient à la base de ces jugements manipulés, que ceux-là aujourd'hui viennent répondre devant la justice. S'ils n'ont rien fait, ils n'ont pas à se plaindre, ils n'ont pas à craindre quoi que ce soit, qu'ils viennent. Et c'est ma déception personnelle face à ce manque de justice que les deux qui ont été victimes même de cette justice, des Sénégalais sont morts. Et moi, j'aurais souhaité que cela soit... Peut-être que c'est une des raisons pour lesquelles Ousmane et Diomaye peut-être ne s'entendent pas, je ne sais pas trop. Mais on aurait souhaité voir la justice nettoyer, épurer des corrompus, des menteurs et des manipulés. Malheureusement, le Sénégal a toujours... Est-ce que dans ces conditions, comment on ne met pas de la paix? Il n'y a pas de paix sans justice. Ce n'est pas la paix qui précède le développement, c'est la justice qui précède le développement. Il n'y aura jamais de paix dans un pays s'il n'y a pas la justice. Jamais. Vous pouvez avoir un semblant de paix, mais ça ne durera pas longtemps. Forcément, un jour ou l'autre, ça va exploser. Donc, on retourne au Congo. Le monsieur, il a vu le double jeu de la première ministre de la RDC et du président lui-même. Il dit ce dont il est question. Il n'a pris aucune décision de lui-même. Et chaque fois qu'il y a le conseil des ministres, il en parle publiquement au conseil des ministres. Et il reçoit instruction du président lui-même. Mais je suis étonné que voilà quelqu'un qui a travaillé avec une telle transparence. Même la première ministre n'est pas à mesure de défendre le monsieur en disant attention, le fond dont il est question, nous savons très bien d'où vient le fond. Et l'argent, les gens mentent. On fait croire que le monsieur, il s'appelle comme un Moutamba, quelque chose comme ça, mais l'argent, on fait croire que c'est l'argent du gouvernement. Mais c'est faux. Il a bien expliqué. Les 8 millions de dollars, bon, il a expliqué. La jeunesse, je vais vous épargner tout ça, je vais pas vous amener ça. Mais je crois que c'est le Rwanda ou lequel pays qui paye pour les dommages causés à la RDC par rapport à la dégradation de l'environnement. Ils sont allés à la cour pénale et le Rwanda a été reconnu coupable, pas par rapport à la guerre, mais par rapport à la dégradation de l'environnement. Donc, je crois qu'ils doivent payer une certaine somme. Je ne sais pas si c'est chaque année, à peu près, je ne sais pas combien de millions de dollars, c'est un peu beaucoup. Il dit, c'est dans ça, mais il paye par tranche. Il dit donc, c'est dans ça qu'il a trouvé. Il ne savait même pas. C'est la ministre sortante de la justice qui lui dit, il y a un fonds de 8 millions. Il dit, mais les fonds de 8 millions, ça vient d'où? Elle explique. Et lui, il fait remonter l'information, et au niveau de la présidence, et au niveau de la primature. Donc, c'est pas quelque chose qu'il a fait, et c'est malheureux que le président lui-même ne soit pas en mesure de produire. On n'a pas dit de défendre quelqu'un. Mais tu as été informé du début à la fin. Et la première ministre est au courant de tout. Et on laisse le monsieur. La jeunesse congolaise ne veut pas, parce que la jeunesse congolaise sort
pour manifester et soutenir le monsieur. Et c'est malheureux de voir que la politique soit faite ainsi. Et ça, j'ai honte. J'ai honte. C'est pourquoi j'ai dit, c'est pourquoi moi je n'ai jamais aimé la tête de ce gars-là, Cocotaï là. Je n'ai jamais aimé sa tête. Je n'ai jamais aimé sa tête. Ils sont allés prendre, et puis son gouvernement là, regardez les gens, les femmes qu'ils ont pris. Ça dit que, je ne dis pas que ces femmes n'ont pas les compétences, non, non. Moi, quand moi je vois une femme déjà, son travail c'est de se blanchir, de se dépigmenter, faire chirurgie, tu vois, elle est, je dis pas dans ça là seulement. On peut la mettre ailleurs, mais affaire de gouvernement là, on l'autorise. Mais Dieu merci, puisque le gouvernement, puisque le président n'a pas le courage de parler, il est en train de, c'est pourquoi il a démissionné. Parce qu'il n'a pas vu la solidarité gouvernementale. Il a démissionné et il défend son honneur et sa dignité. Et ce qui est intéressant dans ce procès, le procès est retransmis en direct. Et les journalistes sont autorisés à participer, c'est-à-dire à entrer dans la salle d'audience, à filmer. Mais ce qui se passe au Congo aujourd'hui, je vous dis que c'est spectaculaire. Allez-y suivre le procès. Alors, voyez-vous, c'est ça qui est dangereux chez nous en Afrique. Mais je prie que Dieu aide notre frère et qu'il s'en sorte bien parce que il est à la hauteur. Et Dieu merci, il dit qu'il n'a jamais pris une décision sans en informer ses supérieurs hiérarchiques, c'est-à-dire le président et la première ministre. Tout. Et la construction de la prison dont il est question, l'idée vient de lui. C'est lui qui a dit, il dit les prisons que nous avons aujourd'hui, et ça moi je ne le savais pas. Est-ce que vous savez que la RDC, les prisons qui sont là-bas aujourd'hui, ont été construites bien avant les indépendances. C'est-à-dire que tous les présidents qui sont venus en RDC n'ont jamais construit une prison. Et il était le premier à construire une prison digne de ce nom. Une prison au début, il avait vu 3000 pour 3000 lits, 3000 détenus, mais du fait que il n'y a pas l'argent. Donc lui, il a dit de 3000, il doit venir à 2000 détenus. Personne. Alors, moi, je suis étonné. Donc, Mobutu a fait toutes ces années, il n'a pas construit prison. Bon, Désiré Kabila, lui, le montre tout. Son fils est venu, il a fait tout ce temps, il n'a pas construit prison. Et l'autre est venu, il a fait son premier quinquennat de 5 ans, il n'a pas construit prison. Mais celui qui veut construire prison pour les Congolais, parce qu'ils sont obligés, et ça, ils font exprès. Puisqu'il n'y a pas de place, normalement, même quand vous êtes condamné, on vous laisse dans la rue. Les prisonniers meurent étouffés au Congo. Il y a des évasions spectaculaires par moment. Mais est-ce que ça là, et le gars est en train de faire son deuxième quinquennat. Donc toutes les promesses qu'il a tenues là, il a menti. C'est pourquoi nous disons, il est bon de mettre les militaires à la tête de nos États. Moi, au nom de Dieu, s'il ne s'en tient qu'à moi, là, tous les présidents comme ça, là, on les balaye et puis on met des militaires là-bas. Mais allez-y suivre ce qui se passe en RDC. Ça fait honte. C'est une honte. Alors donc, Alassane Ouattara, on revient maintenant, on a fermé toutes les parenthèses. Alassane Ouattara, ce menteur pathologique et congénital, continue de mentir et de berner les Ivoiriens. Alors, dans l'intervention de Soulé, j'ai cru entendre quelque chose, mais j'espère que Soulé se trompe. Il dit qu'il a entendu de la bouche d'un journaliste que Ouattara dit il attend d'avoir son bilan médical avant de prendre sa décision si oui ou non il sera candidat. Mais que s'est-il passé entre le 31 décembre 2024 et juillet 2025? Puisque le 31 décembre 2024, à l'adresse de la nation du Nouvel An, il a dit je me porte bien. Il a dit ma santé n'a aucun problème. Alors pourquoi maintenant on nous dit, enfin ça c'est Soulé, moi j'ai pas vu l'information dont je parle sous le couvert de Soulé, qui dit que ce journaliste-là aurait dit que Ouattara attend son bilan de santé. Mais bilan de santé, nous savons tous
que Ouattara a 2 cancers. Nous savons tous que son visage est en train d'être défiguré à cause de la chimiothérapie. Nous savons tous qu'il est sérieusement malade. Est-ce que c'est une question de maladie ou c'est une question de quoi? C'est pas réellement la maladie. Mais, je vous ramène encore ici. Après l'avoir, je vous ramène encore ici. Je vous ramène ici pour que vous... Voilà, je vous ramène ici rapidement. On va écouter notre ravissante et on va écouter, voilà. Elle, on va l'écouter avant de remonter à ti. On va écouter. Allez, on va écouter notre sœur, la ravissante. On va l'écouter. Il a encore dit, il vient juste 5 ans pour fixer. Est-ce qu'effectivement il y a des boulots à fixer? Il y a des boulots à fixer. Est-ce qu'il y a... Abiba dit, Babou a des boulons à fixer. Et Abiba, elle est grave. Alors donc, je veux juste que vous écoutiez. dans ce pays? La justice est censée être rendue au nom du peuple de Côte d'Ivoire. Mais Moi, j'aime bien Abiba quand elle parle. au nom du peuple de Côte d'Ivoire. Il s'agit donc de changer ça. Que les gens aient de nouveau confiance en leur système judiciaire. Que la justice soit rendue. Peu importe que tu sois riche ou pauvre, que tu sois RHDP, PDCI, PPACI, ou que tu n'aies aucun parti politique, que tu aies de nouveau confiance en ta justice. Alors, vous comprenez, quand j'ai dit tout à l'heure que le développement, ce n'est pas la paix, mais c'est la justice. Il ne peut pas avoir de paix sans justice. Alors, si on dit qu'il faut la paix pour être développé, le premier élément de la paix, c'est la justice. Pourquoi il revient? Pourquoi il va être candidat? Pour la cohésion nationale. Parce qu'on ne peut pas gouverner dans la terreur et prétendre qu'on est en paix dans ce pays. Le pays n'est pas en paix. Donc, vous comprenez, on n'est pas en paix. Donc, ce semblant de paix, il est fragile. C'est la terreur, comme l'a dit quelqu'un. Mais cette terreur, à un moment donné, les gens diront, on n'a plus peur, on veut affronter. On n'a rien à perdre. Alors, quand la population arrive à un niveau où elle dit, on n'a rien à perdre, c'est dangereux pour ceux qui sont au pouvoir. On n'a rien à perdre. Ils ne rentreront pas tant qu'ils n'auront pas satisfaction. Peu importe combien seront tués parmi eux, mais ils ne rentreront pas. Mais pour en arriver à cet état de trop, c'est trop, il n'y a pas de justice. Quand vous cassez les mosquées, au nom d'un soi-disant développement, mais au détriment de quelles valeurs culturelles, spirituelles. Nous ne disons pas, parce que pour construire une mosquée ou une église, le minimum de ceux qui veulent le faire, ils s'arrangent pour que cette mosquée ou cette église, ou ce temple, peu importe, soit sur un terrain qui pour au minimum 50 à 100 ans, peut-être l'État n'aura pas besoin de l'espace. Mais quand vous allez casser les mosquées, quel est le prétexte qui sous-tend? Quelle est l'idée? Voilà des gens qui, avant de casser ces mosquées-là, allaient dans ces mosquées-là pour faire des sacrifices, pour faire des lectures coraniques, pour que Dieu leur donne le pouvoir. Et si nous sommes d'accord que tout lieu de prière appartient à Dieu, c'est la maison de Dieu, parce que c'est à cet instant-là qu'on est en connexion avec son Dieu, même à la maison, chez nous. Dès l'instant où vous vous attaquez à un lieu de culte, à un lieu de prière,
Le même lieu que vous avez utilisé pour que Dieu vous accorde sa grâce, sa faveur, pour que vous accédiez au pouvoir. Ce lieu même vous maudit. Dieu dit, voilà ce que Dieu dit. Dieu demande. On dit, hé Keita, toi tu es menteur. Depuis quand maison de l'homme parle? Idiot, si tu connais rien, tu la fermes. Si vous allez prier dans un lieu, ce lieu qui est dédié à Dieu, si c'est honnêtement et sincèrement, ce sont des murs que vous voyez. Mais ce lieu, très souvent les gens disent quoi? Quand je rentre dans cette église ou quand je rentre dans cette mosquée, il y a quelque chose qui s'empare de moi. Je sens une certaine... les gens disent souvent, il y a une paix qu'on ne peut pas décrire. Mais comment un mur avec des peintures, des carreaux peut vous donner ça? Non. C'est l'esprit qui est dans ce lieu. L'esprit de Dieu qui est là. Parce que quand vous priez en esprit et en vérité, Dieu descend par son esprit. Sa présence, vous la sentez dans ce lieu. En tout cas, si vraiment c'est fait honnêtement et sincèrement. Les gens le savent. Quand j'arrive dans tel coin, je suis autre chose. Parce que là, il y a la présence de Dieu qui est là. Mais quand vous allez vous envoyer des bulldozers pour détruire ça, pour vous, c'est une maison que vous avez vue. Pour vous, c'est une église, c'est une mosquée, ce sont des briques, ce sont des murs que vous avez cassés. Non? Vous êtes attaqué à quelque chose de plus puissant. Et Dieu ne vous le pardonnera pas. Et Dieu ne vous le pardonnera pas. Ces lieux-là, Dieu, puisque Dieu lui-même, il était là-bas par son esprit. Et quand on parle comme ça, là, il y a des gens, quand Dieu était là-bas, ils pensent que Dieu il est comme un homme. Donc il marche pour arriver. Dieu, c'est pas comme ça qu'on parle. L'esprit de Dieu est partout et nulle part. Il est partout, à toutes les parties du monde en même temps. Donc n'essayez pas d'imaginer, de le visualiser, de le matérialiser. C'est pas comme ça fonctionne quand il te parle. Soyez plus intelligent. Alors, Dieu laisse son esprit qui apportait cette paix interne à ceux qui venaient prier là. Dieu laisse le choix à son esprit de faire de vous ce qui doit être fait. Et ça, c'est un. Dieu laisse aussi ce lieu qui lui était dédié. Dieu laisse ce lieu aussi là, régler votre affaire. Donc, le bâtard qui vient ici, là, fait des RHDP là. Non, on s'en fout, non, dit pour nous, puis non, on avance. Soyez d'accord, je m'en fous. Insultez-moi, je m'en fous. Acceptez, je m'en fous. Dieu va régler le compte du RHDP. Pour avoir détruit ces lieux de travail et ces lieux de prière, ces briques-là même là vont vous maudire. Chaque brique tombée est une malédiction pour toi, minable si c'est Baba Congo, bâtard que tu es. Vous tous, vous ne serez pas. Ici, quand il t'a dit bâtard, vous allez vous fasser. Non, c'est un bâtard spirituel. Hein? Oui, c'est un bâtard spirituel. Parce que quand vous êtes enfant de Dieu, vous ne faites pas ça. Et si vous prétendez être enfant de Dieu et puis vous faites ça, on dit c'est faux. Vous n'êtes pas enfant de Dieu, vous êtes un bâtard spirituel, vous êtes enfant du diable et de Satan. Vous n'allez pas casser cette maison et puis ne pas payer ce prix. Vous n'allez pas casser la maison de Dieu et puis ne pas payer le prix. Vous n'allez pas détruire les lieux de prière de Dieu et puis ne pas payer le prix. C'est pas possible. Ces lieux-là vous ont maudit. L'Esprit de Dieu vous a maudit. C'est pourquoi Ouattara, tu as fait danser épileptique au stade des pimpés. Et Dieu a commencé à montrer au monde qui tu es. Mais attention, tu dis que tu vas voir ton bilan. Il n'y a pas de bilan. Il n'y a pas de bilan. Quel bilan de santé? Maudit président, maléfique et sataniste président. Il n'y a pas de bilan de santé. Ton bilan de santé, on connaît. Tu es atteint et tu ne peux rien faire. Tu peux t'accrocher encore au pouvoir. Mais l'humiliation est là, elle est proche, elle n'est pas loin. Elle n'est pas loin. Donc, ce n'est pas son bilan de santé qu'il attend. Erreur, c'est pas ça. Ouattara, il est en train de réfléchir. Parce que ne pas prendre Papa Laurent sera grave. Sera compliqué.
Il ne peut pas gérer ça. Maintenant, nous allons faire ce que nous avons fait en 1995. Nous allons faire ça. Qu'est-ce qu'on a fait en 1995? En 1995, quand lui, il a été, on dit qu'il ne peut pas être candidat, le Front populaire de l'époque de Laurent Gbagbo a refusé d'aller aux élections face à Henri Konan Bédié. Vous savez que Gbagbo, la première fois que Gbagbo devait affronter Bédié, il a refusé, c'était en 1995. Donc, il dit, si Ouattara n'est pas candidat, lui aussi n'est pas candidat. Alors qu'il avait été retenu comme candidat, mais il a refusé d'aller à ces élections-là. Je parle de Gbagbo Laurent. Et c'est ce qui risque, c'est ce qui va envenimer. Parce que là, 2025, il y a tellement de choses, tellement d'éléments, c'est difficile. I don't know, je ne sais pas comment il faut, mais 2025 est pour les Ivoiriens le point d'un nouveau départ pour la Côte d'Ivoire. 2025 est le point de la rupture et le point de départ, une nouvelle page que personne n'écrira, mais une nouvelle page que Dieu lui-même veut tourner. Vous entendez, vous voyez ces temps-ci, je ne me réfère à personne, pas à ceux qui se proclament prophètes, mais si vous les écoutez, beaucoup vous parlent de la nouvelle page, d'une nouvelle page. C'est une vérité spirituelle. Je dis bien une vérité spirituelle, mais cette vérité spirituelle, moi, je la ramène dans la réalité politique. 2025, c'est un nouveau départ. Et Ouattara ne pourra pas. Ouattara cherche à se libérer de Gbagbo Laurent, mais il n'a pas la formule. Je vous ai déjà dit que dans la tête de Ouattara, et je peux mettre n'importe qui au défi, si vous êtes proche, informez-vous. Dans la tête de Ouattara, c'est Blé Goudé et puis Tidjane Thiam. Parce que certains de nos frères à l'extérieur, comme à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, ils ont facilité le travail. Ils ont sali Tidjane Thiam, ils ont sali Blé Goudé. Donc pour eux, Ouattara, c'est une aubaine pour Ouattara. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, arrêtez que vos propres frustrations ne soient pas une arme contre vous. Parce que quand vous vous permettez de faire certaines choses, vous faites le travail des RHDP sans vous rendre compte. J'ai pris que je me trompe. Et mon souhait, Allah est témoin que je me trompe. Mais quand vous perdez votre temps, vous attaquez Blé. Ouattara dit, mais ils ont déjà fait mon travail, donc choisissez Blé là-bas. Effectivement, on prend Blé, on dit, ah, c'est quoi on avait dit, voilà ça. C'est un traite. Blé n'ira nulle part. Ah, Tidjane Thiam, on avait dit, Franklin avait dit, ah, d'accord, voilà ça, c'est un traite. Il est venu pour accompagner Ouattara. Mais c'est vous qui avez rendu le travail facile à Ouattara. Quand je vous disais d'arrêter, à cause de vos frustrations, vos énervements, votre colère, vous n'avez pas voulu comprendre, vous avez tapé, maintenant vous avez rendu la tâche facile à Ouattara. Mais maintenant, ça c'est comme ça que Ouattara a vu les choses. Mais Gbagbo n'est pas, ça ne passera pas. Il n'y aura pas d'élection si Gbagbo n'est pas sur la liste. Et ça, les différents services de renseignement ont déjà dit à Ouattara, il n'y aura pas d'élection sans Gbagbo Laurent. Maintenant, qui Ouattara? Et Ouattara lui-même ne peut pas sortir. Bon, maintenant, il se dit, d'accord, je ne suis pas candidat, il n'est pas candidat. On va voir ce que, mais que tu peux montrer? Et tu montres n'importe qui, les Ivoiriens, même si c'est une poule qui sort contre le choix de Ouattara, les Ivoiriens vont choisir la poule. Et Ouattara le sait. Et la seule façon pour que les institutions, attendez, il y a 2 personnes qui ont donné des conseils à Ouattara. Attendez, je vous en prie. On va pas trop durer, Ouattara, 2 personnes lui ont donné un coup de main. Qui ça? A réfléchi doublement. Macky Sall. Amadou Ba est tombé au Sénégal. C'était le choix de Macky Sall. Il est tombé. Nana Addo Akufo, son dauphin, est tombé lamentablement devant Mahaman, je sais pas, le nouveau président du Ghana. Et Ouattara n'est pas bête. Les 2 exemples sont suffisants pour que Ouattara se dise que n'importe qui je présente, il va tomber. Il faut que je présente. Voilà le dilemme. Donc, pour comprendre l'entêtement de Ouattara, remonter à Macky Sall avec Amadou Ba, aller au Ghana avec mais tout cela, c'était les acolytes de Alassane Ouattara. Nana Addo était l'acolyte de Ouattara. Macky Sall était l'acolyte de Ouattara.
et tous les deux ont échoué, il n'y a pas de 203. Et Ouattara sait que si lui présente quelqu'un, la personne va tomber. Il n'y a pas de 203. Et Ouattara a peur. Maintenant, Ouattara se trouve face à un dilemme. Parce que tous les calculs de Ouattara ont été faits en fonction d'un certain nombre d'éléments. C'est-à-dire, Gbagbo Laurent ne revient plus jamais dans la politique. Je carte sur Rodium, c'est fini. Gbagbo ne revient plus. Et à la mort de Bédié, il ne voyait pas Tidiane Thiam, c'est un inconnu, mais Tidiane Thiam arrive avec une certaine stratégie. Il s'approprie tout de suite le PDC-RDA. Il rentre en contact avec la population dans le pays profond et il a aimé. Du coup, c'est comme si les gens retrouvaient au fouet à Tidiane Thiam. Et Ouattara dit, mais c'est pas pour quelqu'un, d'où est venu mon erreur? Tous les calculs que j'avais faits convergeaient à ce qu'on reste au pouvoir encore. Mais il avait mal, il n'avait pas compris que Gbagbo pouvait rebondir. Il avait mal jugé, c'est pourquoi je dis, la vérité d'hier n'est pas la vérité d'aujourd'hui. Et la vérité qu'il croyait hier comme une bonne vérité, pour toujours cette vérité, donc tout est c'est ta maman bâtard que tu es là, Nyamokoté. Tu viens me demander le rêve africain, ta maman prostituée, ton père pédé, bâtard que tu es. Faut le dire ça ailleurs là-bas. Alors, donc nous on continue. Alors, un petit bâtard là, idiot que tu es. Alors donc, moi je perds pas le temps. Tu viens m'attaquer, je t'allume. Tu n'es pas obligé de venir me suivre, tu viens me suivre, tu n'es pas d'accord avec moi, tu sors. Tu laisses un commentaire insultant, frustrant, je te réponds avec violence. Alors, je reviens encore pour dire, quand vous regardez tous ces éléments, Ouattara se dit, du moins ce qu'il croyait, Gbagbo finit, mais il se rend compte qu'il y a encore un seul problème qui est là, Gbagbo n'est pas fini. Gbagbo a encore du reste, Gbagbo a encore des potentialités, Gbagbo a encore quelque chose en lui. Qu'est-ce qu'il faut faire avec? Et c'est la question à laquelle Ouattara a du mal à répondre. Alors donc, ça ce sera la... J'ai bien envie qu'on aille pour une deuxième partie, mais bon, c'est demain dimanche. Bon, j'espère qu'on pourra faire, j'espère, je ne compte pas faire du direct aujourd'hui dimanche, mais je vais voir si je peux le faire. Alors donc, pour revenir rapidement, Ouattara, il a le dilemme. Il est dans une position inconfortable. Il ne sait pas que faire. Le candidat qui pouvait peut-être tenir tête à Gbagbo Laurent, même si on savait que ce candidat n'allait pas faire le poids, c'était Ahmed Bagayoko. Ou du moins, c'était Guillaume Soro. Ou s'il avait pu être un homme honnête, s'il n'était pas à but du pouvoir. Aujourd'hui, il serait en train de savourer sa collaboration avec le PDCI, pas forcément un parti unifié, mais le PDCI sera au pouvoir. Donc, ils allaient se faire deux mandats, et ça allait être compliqué pour l'opposition de revenir au pouvoir. Mais à cause de son avidité, sa gourmandise, sa trahison, son hypocrisie, son manque de considération, le mensonge, la corruption, le népotisme, le clientélisme, tout ce que vous connaissez de négatif, il chasse les gens, ce sont ces nièces prostituées-là qu'il met à la tête des sociétés d'État. Il met des voleurs comme ministres, des PD comme ministres, des infidèles femmes comme ministres, des femmes qui acceptent de liquider leur mari pour le bonheur du RHDP. C'est elle qui maintient au pouvoir. Donc cette réalité a fait qu'aujourd'hui, quand il regarde autour de lui, ce sont des merdes qui sont là. Qui peut faire le poids? Même dans un débat franc, il ne peut pas s'il n'attaque pas, il ne peut pas s'il n'insulte pas, il ne peut pas s'il ne manipule pas. C'est pas tous les moments, je suis désolé. Qui il a en réserve? Téné Brema, qui est aussi malade comme lui, qui n'a aucune notoriété. Téné Brema est la cause de la contestation de Ouattara à l'origine même de à l'intérieur même de son parti. Je répète, Téné Brema
est la cause pour laquelle Ouattara est contesté au sein même. Tu vois, c'est au sein même, il y a un petit bâtard qui est là, c'est ta maman que tu vas aller voir, Mouti, que tu sois Mamadou, qui dit, bâtard que tu es. Sors de mon direct. Alors, donc, c'est aussi simple que ça. C'est pas compliqué. Qu'est-ce que Ouattara peut faire? Quand il regarde autour de lui, qui? Ténébrahima. Au sein du RHDP, les gens ne veulent pas Ténébrahima. Au sein du RHDP, les gens, et il y a une dissidence forte, les gens ne veulent pas de Ténébrahima. Et ce n'est même pas caché, Ouattara le sait. Il a mis les gens sur écoute. Il le sait. Et les gens, ils voient en Ténébrahima, mais attendez, ils savent que Ténébrahima prend le pouvoir avant la fin de l'année. Ils vont le descendre, il y aura un coup, ils vont le descendre. Le monsieur, la seule expression de Ténébrahima, c'est la haine, c'est la force, c'est la jalousie, c'est la brutalité. C'est tout ce que Ténébrahima connaît. Détruit, détruit et détruit. Il n'a pas la finesse. Il n'a pas ça, malgré que son frère ou son père l'ait mis à côté de lui, ministre des Affaires présidentielles, que qui devienne, et depuis qu'il a été nommé ministre des Affaires présidentielles, moi j'ai toujours su que Ouattara avait des intentions pour son fils. J'ai dit, vous vous trompez, ministre des Affaires présidentielles, c'est pour qu'il soit président demain. Et il a tenté avec Gon Coulibaly, parce que c'était le binôme Gon Coulibaly Ténébrahima il allait présenter aux Ivoiriens. Il a mis la pression sur le monsieur est mort, Ahmed est mort, Soro est en exil. Qui il peut utiliser aujourd'hui? Tout le reste là, il y en a qui ont peur. Qui? Parce que les gens n'avaient pas imaginé, les petits bâtards là. Alors, depuis ils ont des noms, bâtards. Quand j'ai supprimé ce compte là, c'est un autre compte. Le grand quoi là même, le grand Capone, maudit que tu sois, bâtard mal élevé. Sors de mon direct. Donc, c'est tellement simple. Et c'est cette réalité. C'est ça le problème. Il a détruit autour de lui. Donc, on entend des gens dire, ah, il y a telle personne. Mais effectivement, il y a des velléités de candidature. Bitogo ne cache pas. Mais pour que Bitogo prenne le courage pour parler d'une certaine manière, je vous en prie, réfléchissons un tout petit peu. C'est parce que Bitogo lui-même, il sait que sur le plan médical, Ouattara, c'est fini. Bitogo n'a pas aussi peur de Ouattara. Peut-être qu'il a pu sécuriser, je ne sais pas, ses investissements ou sa fortune de peut-être dans d'autres pays. Contrairement, en Côte d'Ivoire, ce qu'il a de disponible, peut-être que les gens peuvent saisir pour soi-disant éponger ce qu'il doit, si c'est vrai ou faux, c'est Dieu qui connaît. Mais Bitogo sait que Ouattara, parce que Bitogo aujourd'hui, il est dans une position. Il a vu comment Ahmed Bakayoko est parti, il n'est pas bête, il sait très bien ce qui s'est passé. Il sait ce que si c'est Bakongo ne sert à rien devant Ouattara. Bitogo sait que quand il regarde autour de Ouattara, qui peut? Et aujourd'hui, dans son parti, au sein du RHDP, les gens ne sont pas affaires de but, affaire de Ténébrahima n'est pas dans leur calendrier. Et Ouattara le sait. Il le sait et il est, non seulement la date est proche, il n'a pas d'autre choix. Ténébrahima est un problème. Lui-même, sa santé pose problème. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, Ouattara aujourd'hui, ne serait-ce que cette pression psychologique fait que Ouattara, il ne sait même pas quelle décision il faut prendre. Donc, la question de savoir s'il est en bonne santé, la question de savoir s'il sera candidat, la question de savoir... Hey, Ouattara, il sait ce qui est en jeu. Ouattara sait très bien ce qui est en jeu. Il connaît les difficultés. Il connaît les risques. Donc, je l'ai dit la dernière fois, il a échoué avec l'écho. L'écho, il a échoué lamentablement avec l'écho. L'écho qui pouvait garantir son 4e mandat. Au moins, s'il y avait un début de commencement dans l'écho, Macron allait tout de suite fermer les yeux. Parce qu'il faut comprendre la situation de la France aujourd'hui. Macron n'a pas hésité à limoger son chef d'état-major des forces armées pour avoir dit la vérité.
Alors, vous croyez que c'est ce Macron-là qui va soutenir la candidature de Ouattara? Ça n'arrivera pas. Macron ne le fera pas. Puisque Ouattara était en mission. Ouattara devait fournir quelque chose à Macron. L'écho, il a échoué. On a vu comment l'écho a été lancé en grande pompe. Macron, Ouattara, Abidjan, tout le monde a vu ça. Alors, cela montre les limites de l'homme. Celui qu'on prétend présenter comme un génie, un ceci, un cela, tous les mensonges qui peuvent suivre, que tous les pays même veulent avoir Ouattara comme président. J'ai entendu un petit bâtard de ministre qui raconter ça. Mais maintenant, c'est la Côte d'Ivoire qui se dessus. C'est la Côte d'Ivoire qui a ignoré. Trop pour voir la Côte d'Ivoire. Trop appelle le Sénégal et puis il oublie la Côte d'Ivoire. Il envoie émissaire au Mali et puis il oublie la Côte d'Ivoire. Cette Côte d'Ivoire que les gens prétendent que, mais parce que Ouattara était menteur et les gens sont au courant de ce qu'il est en train de faire. Le Congrès sait ce qu'il fait, le Sénat sait ce qu'il fait, l'Union européenne sait ce qu'il fait. Et tout le monde aujourd'hui est déçu de Ouattara parce qu'ils se sont investis en quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Il a manipulé tout le monde, il a trompé tout le monde et les gens ont vu que Ouattara ne vaut pas ce qu'il prétend être. Et aujourd'hui, la dernière carte qu'il veut jouer, c'est quoi? Le 4e mandat, 20 ans, ça n'arrivera pas. Tu ne peux pas prétendre vouloir le 4e mandat et puis exclure d'autres personnes. Pourquoi vous voulez? Pourquoi? Il a fait condamner Soro Guillaume, on a compris. Il a fait condamner Soro Guillaume, on a compris. Sur des bases qui ne tiennent pas la roue. Mais aujourd'hui, Soro Guillaume, même étant condamné, devient aujourd'hui un os dans la gorge de Ouattara, puisqu'il s'allie à Gbagbo Laurent. Et l'ordre de Soro Guillaume, c'est d'accompagner toutes les décisions de Gbagbo Laurent sur le terrain. Le GPS sera aux côtés du PPACI, aux côtés du PCRDA. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, c'est là. Donc, le fait d'avoir recruté les gens dans les partis politiques, qui vous avez recruté au PCI, que vaut Adjoumani? Que vaut Adjoumani? Que vaut, comment on appelle ça? L'ancien chose, le gars d'Abobo, là, qui est Konetefou, sans Soro, qui est Konetefou. On a vu le gars de Rassi, là. Depuis qu'il a quitté Soro, le Rassi est mort. Alpha Yaya a disparu. Donc, tous ces gens, Alain Le Bognon, zéro. C'est-à-dire qu'il a débauché des gens qui ne vivaient que dans l'ombre de Soro Guillaume. Dès qu'ils ont trahi Soro et tout cela, c'est comme si leurs étoiles se sont éteintes. Le Bognon est zéro. Il n'est rien, il ne vaut rien et il ne sera rien dans son coin. Le gars de Rassi, là, vous le connaissez tous. Alors, donc Ouattara, il a tablé sur qui? Il table sur qui aujourd'hui? Après avoir tué tout le monde autour de lui, il veut quoi? Miser sur qui? Ténébraiement. Mais les Ivoiriens ne sont pas prêts à suivre Ténébraiement. Ténébraiement, c'est un soulard, c'est un criminel, c'est un menteur. C'est le gars qui couche avec les femmes au gouvernement. Et puis, mari des femmes là, il ne peut pas parler. Si tu es un garçon, il faut parler parce qu'il a couché avec ta femme. Parce que c'est un monsieur qui ne sait pas retenir sa ceinture. Ça, au moins, c'est une certitude. Il voit que tu es joli, il va vouloir forcément passer là-bas. Nous encourageons la diaspora ivoirienne et la diaspora africaine, sans oublier celle de la diaspora de l'AES, en Europe, particulièrement en France, d'accentuer la lutte et de continuer à dénoncer le criminel au pouvoir en Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, et faire en sorte que les Ivoiriens puissent avoir une élection crédible, transparente, sans violence, parce que c'est l'objectif de tout ça. Si vous dites que vous avez un bilan inattaquable, alhamdulillah, alors pourquoi ne pas aller dans une compétition ouverte? Et ce qui est malheureux avec ces idiots-là, ils viennent parler de loi, alors que eux-mêmes, là, c'est face à cette même loi qu'ils ont qualifiée d'injuste. Ils sont rentrés dans la rébellion, ils ont pris des armes, ils ont tué des Ivoiriens. Et même pour qu'il accède au pouvoir, il a refusé de reconnaître l'autorité du Conseil constitutionnel
il a autorisé, il a demandé que des forces armées interviennent en Côte d'Ivoire. Ils ont bombardé le palais présidentiel. Alors, vous qui faites bombarder un palais, c'est vous qui venez parler de droit. Et moi, je les regarde, par moments, je me dis, I can't believe it. Ça, c'est pas vrai. Ils viennent d'où ces gens-là? Vous oubliez tout aussi facilement? Vous ignorez tout facilement? Vous avez contesté la décision du Conseil constitutionnel. Et vous avez fait une guerre. Alors, c'est vous qui venez nous parler de loi aujourd'hui. Cette même loi, il a dit, je n'attendrai pas 5 ans pour être candidat. Je frapperai ce régime. Mais tout ça, c'est sorti de la bouche de Ouattara. Et c'est vous aujourd'hui là qui venez vous représenter aux Ivoiriens comme des gens qui n'ont jamais rien fait de... Mais pourquoi vous êtes pathétiquement pitoyable et minable dans vos propos? Vous faites pitié. Franchement, vous faites pitié. Les gars, on garde le contact. Je ferai tout pour que on revienne, puisqu'on devait parler de l'AES, on n'a pas eu le temps de le faire aujourd'hui. D'accord, on va le faire. C'était pas évident, je répète, c'était pas évident que je saute aujourd'hui, mais par la grâce de Dieu, bon ben j'ai pu le faire. D'accord? Et on va essayer, Inch'Allah, aujourd'hui c'est dimanche. Et je vais trouver un credo rapidement pour qu'on puisse revenir sur, parce qu'il y a des informations importantes sur l'AES que je devais partager avec vous. Bon, on n'a pas pu le faire, c'est pas, comme c'est pas un adieu, c'est un au revoir. On se retrouve.